Bonjour à toutes et à tous. Alors, merci de vous être rejoints à nous durant cette session. Alors, on est ravi d'avoir avec nous Monsieur Karim Hajeji. Il travaille à Global Banking and Market pour CEO à Standard UK. Alors, durant cette session... Santander UK, Maria. Pardon? C'est pas Standard, c'est Santander UK. Ah, pardon, Santander UK alors. Durant cette session, on va parler de Digital Transformation in Corporate and Investment Banking. Et petit rappel, les micros et les caméras doivent rester éteints durant cette session. Et vos questions sont les bienvenues, donc vous pouvez les poser dans le chat et on va évidemment répondre après. Merci Mariam, merci à tout le monde, merci à Samy et toute l'équipe Reconnect, c'est une très très bonne initiative. Et je suis ravi de participer à cet événement. Je crois qu'on a pris 10 minutes de retard de facto, donc je vais essayer de réduire à 30 minutes la... Non, pas de problème, Karim. Vous pouvez dépasser de 10 minutes. Je dirais, bon, on n'a pas accumulé beaucoup de retard depuis ce matin. Donc, c'est les rendez-vous du médecin. Les prochaines sessions seront les dernières de toute façon. D'accord. OK, alors, comme Malim l'a dit, donc, je suis basé à Londres. Je suis responsable global de la banque Santander pour ce qui concerne le Corporate Investment Banking, pour tout ce qui concerne le support, c'est-à-dire tout ce qui concerne le digital, la technologie, les projets de transformation, back, middle office, regulatory, compliance, et tout le portefeuille d'investissement de la banque. Basé à Londres, mais mon rôle global, en fait, je suis fiscalement et résidentiellement à Londres, mais en même temps, je suis un peu partout. Le Covid m'a aidé un peu à se stabiliser, mais ça recommence. Alors, aujourd'hui, de temps en temps, je serai technique. C'est pas grave si vous comprenez pas tout, notamment pour ceux qui sont pas familiers avec la banque d'investissement. Mais j'essaierai un petit peu de vous dire ce qui se passe sur le marché dans une première phase, et dans une seconde phase, vous dire, au fond, même s'il n'y a pas un secteur de corporate investment banking en Tunisie très développé localement, comment la Tunisie pourrait exploiter cette vague du digital et comment elle pourrait être un acteur indirect pour le bénéfice des Tunisiens et de l'économie tunisienne dans ce secteur-là. Alors, ce qu'il faut savoir dans les banques d'une manière générale, et plus particulièrement la banque d'investissement, il y a réellement un changement de paradigme ces 10 dernières années. Ça n'est pas nouveau, mais c'est une accélération. Quelques concepts qu'il faudrait que vous ayez en tête. On est passé d'un monde de ce qu'on appelle fixité à un monde de nomadisme. Le nomadisme, ce n'est pas uniquement via des compétences et des talents qui sont un peu partout. Je crois qu'il y a 1,5 milliard aujourd'hui de personnes qui travaillent pas dans des pays d'origine. Alors, beaucoup sont des Indiens, des Chinois, mais comme vous le savez, il y a aussi des Nord-Africains et particulièrement des Tunisiens. Donc, les compétences sont globales. Et de plus en plus. De plus en plus parce que les gros groupes internationaux, mais aussi les startups, donc vous voyez bien qu'on rassemble tout le spectre, vont chercher les compétences là où elles sont. Et si elles sont en Tunisie, elles iront les chercher là-bas. Ou les Tunisiens eux-mêmes, ils vont aller au centre de profits qui sont de par le monde. Alors c'est spectaculaire quand on le voit pour les médecins, donc tous les Tunisiens le savent, et c'est vrai, puisque beaucoup de Tunisiens passent des concours de médecine en France et d'ailleurs sont parmi les premiers, donc c'est bien, mais c'est vrai aussi pour les ingénieurs. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup d'ingénieurs tunisiens qui sont directement employés en Europe ou indirectement employés en Europe via des groupes internationaux qui ont leur filiale en Tunisie. Mais le nomadisme, c'est aussi autre chose, et c'est là où il y a une accélération. Le nomadisme veut dire que n'importe qui, aujourd'hui, qui a un talent, peut travailler n'importe où pour n'importe quelle boîte. Appelez-le le work at home. Vous pouvez y voir une des conséquences du Covid, mais ce n'est pas une conséquence passagère. Et ça, c'est vachement important. C'est très important pour les Tunisiens. Ça veut dire quoi?
ça veut dire qu'on n'est plus dans des structures anciennes. On peut aujourd'hui, une équipe qui a un talent particulier peut être basée en Ouzbékistan ou en Tunisie et travailler pour une boîte qui est basée en Inde, en Chine ou à San Francisco. Et donc, ça, c'est quelque part, ça ouvre une voie, une opportunité pour les talents technologiques. Deuxième changement, on est passé d'un monde linéaire à un monde exponentiel. Alors, vous connaissez tous la loi de Moore, on double les capacités tous les X années, etc., etc. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a pas de choses nouvelles. Par exemple, quand on parle de l'intelligence artificielle, etc., il n'y a pas d'intelligence artificielle, c'est plutôt des algorithmes, et c'est plutôt les capacités de calcul qui font que la machine apprend beaucoup plus vite en ayant le loisir d'utiliser des capacités de calcul qui n'existaient pas avant. Et en fait, ça s'accélère. Les méthodologies qui sont sur le marché changent complètement. On va en voir quelques-unes après. Vous voyez bien que le commerce a changé, comme des boîtes comme Amazon. Vous voyez bien que la médecine, elle change. Aujourd'hui, on peut mettre des robots qui opèrent. Et ce n'est pas grave si le robot, au début, n'est pas intelligent, mais il va faire 10 millions d'opérations qui viendra plus performant que le meilleur des chirurgiens. Et ça, on l'intuitait avant. Donc, on l'extrapolait. Mais aujourd'hui, c'est une réalité, et c'est une réalité de plus en plus rapide. Pour vous citer un exemple, sur les marchés financiers, grosso modo, il y a 1 trillion de market cap, de valeur un peu des boîtes qui sont cotées, qui est passé des groupes classiques dans les banques aux groupes qui sont très, très, très digital-oriented, comme Amazon, comme les fintech, ceux qui ont levé des fonds, etc. Donc, c'est vraiment, ça, c'est une accélération. Alors, pour nous, la leçon à tirer, c'est ça va très vite et il ne faut pas perdre du temps. On converge vers la notion de banking, vers la notion de e-banking et même aussi du concept de banque vers le concept de fintech. Alors, c'est quoi le e-banking? Aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir un compte en allant dans une agence, en rencontrant votre chargé de compte. D'ailleurs, les chargés de compte, de plus en plus, c'est des robots. Et d'ailleurs, vous pouvez ouvrir un compte en 30 minutes, avoir une carte de crédit qui est envoyée chez vous. Une fois que vous avez un historique et que la banque, que les machines de la banque vous connaissent, eh ben, vous pouvez même faire un mortgage, lever un fonds pour faire du consumer finance pour acheter une voiture, etc. Donc, quelque part, les marchés sont de plus en plus électronisés. Et en même temps, et ça, c'est l'émergence des fintech, ils sont attaqués, ils sont dans leur marché par des sociétés qui ne sont pas classiquement des banques. Sur les paiements, sur le trading, et surtout, finalement, les services qu'ils font. Alors, finalement, qu'est-ce que devient une banque? Ce n'est plus la banque qui a été construite, du moins sophistiquée, dans le Quattrocento en Italie, c'est-à-dire financement, services, dépositaire du cash, dépositaire réglementairement des transferts des cash, etc. Au fond, les banques se désintermédiaient, sont attaquées par des acteurs qui mènent à la désintermédiation. Et finalement, les banques, c'est un pool de compétences aujourd'hui, c'est du capital, elles ont du capital, et c'est la connaissance du client, et c'est la gestion du risque. Le reste, tout le reste, petit à petit, on va dire que c'est ouvert à d'autres compétiteurs. Et vous allez voir que ça peut servir à la Tunisie, on va y arriver tout à l'heure. On passe aussi à notre changement de la monnaie à la crypto-monnaie. Je ferai un flash parce que c'est un truc important, mais derrière la technologie du blockchain. Et là, on ouvre la voie non seulement à un nouveau levier technologique, mais aussi à une autre manière de considérer les assets. Et là, les assets, évidemment, elles passent de ce qu'on appelle les assets classiques, ça peut être du real estate, mais un portefeuille d'actions, un portefeuille d'obligations, ça peut être un portefeuille de loans, à ce qu'on appelle digital assets. Santander, par exemple, pour ceux qui ont suivi, cette dernière année, on a lancé le premier digital bond dans l'histoire, ce qui est vraiment quelque chose de totalement nouveau au niveau technologique et au niveau même de l'appréhension des assets financiers. La banque est hyper régulée. Quand je dis on est passé de non-regulated à hyper regulated, il faut savoir, je dis, malgré toutes les critiques, etc.,
qu'il y a eu dans le passé après la crise du subprime, c'est un marché super régulé. On entend parler de financial crime, du QIC, etc., mais ça va beaucoup plus loin que vous le pensez, du moins pour les gens qui ne sont pas familiarisés avec les banques d'investissement. Et enfin, la cherté. On est passé d'un monde, il y a 20 ans, quand on fait un projet informatique, je discutais tout à l'heure avec Standard, qui est un provider de services dans les core banking. Grosso modo, avant, on était dans le time and cost to do, c'est-à-dire la banque a un besoin, il y a un acteur interne ou externe qui évalue et qui demande, grosso modo, un portefeuille d'investissement plus un segment de temps pour réaliser. Aujourd'hui, non. Les banques ont une rareté de capital, donc elles touchent et elles font la pression, pas uniquement pour augmenter la top line, c'est-à-dire les revenus, mais aussi pour compresser les coûts. Donc, la rentabilité, l'efficacité, et vous regardez le cost income, c'est-à-dire les coûts sur les revenus des banques, elles descendent progressivement et d'une manière irrémédiable. Et donc, c'est une manière aussi de générer de la bottom line, donc des bénéfices, et aussi donc de subvenir à leurs besoins de capital. Donc, supply to efficiency, c'est-à-dire ça, c'est vraiment l'axe important à avoir en tête, et le time to market, c'est-à-dire vite, rapide, parce que la compétition, elle est hyper féroce, et un moyen de... On est à peu près, on devient comme les boîtes digitales, Amazon, Apple, etc. C'est-à-dire celui qui sort le produit et le structure le moins cher possible sur le marché gagne des parts de marché. Alors, concrètement, comment tous ces éléments-là, aujourd'hui, pas exhaustivement, mais les plus importants, le big data et la data d'une manière générale devient un asset super important. Alors, bon, très bien, derrière, donc il y a le customer experience, il y a connaître les clients, il y a etc. Mais il y a aussi tout l'arsenal analytics et ce qu'on appelle l'intelligence artificielle derrière. Pour vous donner un exemple, en Espagne, on peut aujourd'hui avoir accès à des datas sur toutes les SMI, c'est-à-dire vraiment les petites entreprises, le corporate, pour prévoir quand est-ce qu'elles sont sujettes ou matures pour faire un M&A avec une boîte brésilienne dans 5 ans. On n'a même pas besoin d'envoyer un banquier. Et la probabilité pour que quand on les visite, on va dire, vous avez pensé que dans 3 ans, vous êtes sur quel secteur d'activité, vous êtes sur quelle technologie, mais il vous manque un accès à cette technologie, à tel type de marché. Est-ce que vous avez pensé à la boîte Beta au Brésil? Et le type, il dit, c'est marrant, je commençais vraiment à réfléchir à ça, et d'ailleurs, je commençais à scanner le marché, et c'est marrant, ce nom-là, je l'ai détecté. Et donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça va plus loin encore. Je veux dire, quand aujourd'hui, on est capable d'avoir une connaissance exacte du profil de nos contreparties, de leurs risques, on est capable, sans passer par les analyses de crédit classiques, à prévoir des probabilités de défaut en analysant les événements intrinsèques à l'entreprise et de son environnement, ce secteur d'activité, et on arrive petit à petit à robotiser beaucoup, non pas uniquement la partie backside, c'est-à-dire les traitements administratifs, comptables, etc., mais aussi la partie frontline, qui est vraiment la connaissance du client et la connaissance du marché et la construction de produits. Voilà, donc ça, c'est la data, ou un peu big data, les technologies qui sont derrière, comme les lakes, mais aussi l'algorithmique. Je crois que vous avez des interventions dans ce sens-là, et ce qu'on appelle la machine learning, qui est en réalité des algorithmes qui s'auto-améliorent sans notre intervention. Et nous, derrière, on fait plutôt du backtesting, on influence certains paramètres, on les oriente vers telle ou telle partie du scope de nos produits ou de nos clients. Le cloud, DevOps et Agile, ça marche ensemble. Le cloud, grosso modo, on n'est pas obligé de gérer tout notre asset hardware. On peut le mettre, alors on l'appelle le cloud, on peut le mettre en synergie et on peut le confier à des professionnels. Bon, on connaît ça, hein. Mais surtout, ce qui est important, c'est ce qu'il y a derrière. C'est les services qu'il y a derrière, c'est-à-dire la souplesse. Je vous donne un exemple extrêmement simple. Quand une banque comme Santander a 180 000 ou 200 000 salariés, vous voyez bien qu'on ne peut pas accéder à tout moment, ne serait-ce que par le décalage horaire. Ou voilà 100 millions de clients, ce qui est notre cas. Ben, les clients n'accèdent pas à leur compte au même moment, ou les contreparties, parce que le décalage horaire, parce qu'il y a des habitudes
et des horaires de travail, parce qu'il y a aussi des pics comme le trafic. Et donc, au lieu de mettre des serveurs hyper puissants et perdre de l'argent, en fait, on loue un espace et on gère comme service la volatilité de l'accès. Vous voyez bien que ça change radicalement. Mais aussi derrière, on parlait du time to market. Je ne suis pas obligé de gérer des environnements de prod, de développement, etc., de tests. J'achète des services qui me permettent d'accélérer ce voyage de développement, de testing et de mise en production. Ce qui va avec le DevSecOps, qui est un peu maintenant de plus en plus la méthode pour développer les outils digitaux, les outils informatiques, sur toutes les parties de la banque, en accélérant de manière quasi exponentielle le temps. Je vous donne une idée. Concrètement, on avait des cas de développement qui duraient 48 jours. Maintenant, ils durent 3 heures. Et c'est impressionnant. Alors, vous voyez bien cette accélération-là, le blockchain, on va y arriver tout à l'heure, et donc toute l'émergence des cryptocurrencies. L'agilité, c'est une philosophie de business, mais grosso modo, pour faire simple, c'est la manière de rassembler plusieurs acteurs, voire même le client lui-même, et de développer des produits ou de développer des services en faisant appel à une hyperdisciplinarité d'expertise et en les orientant vers le business. On n'est plus donne-moi ton besoin, je mets un business analyst, il l'analyse, il le passe à l'informaticien, qui lui développe, il le passe à testeur, etc. Ça, c'est de plus en plus fini. Enfin, les API, donc, qui sont un moyen de connectivité entre les différentes composantes de l'architecture digitale et informatique. Et bientôt, bien évidemment, nous, on introduit le CIB, on commence à mettre un pied dedans, c'est le quantum computing pour ne pas rater ce virage. On voit bien que tous ces axes de transformation digitale de méthodologie, eh bien, elles génèrent de nouvelles approches. On a parlé des agiles, mais on peut parler aussi aujourd'hui, moi, quelque part, je ne développe pas tout, j'achète des parties, des composants. Aujourd'hui, je suis comme un industriel de l'automobile. Donc, c'est fini. Les industriels ont compris ça depuis, ou d'ailleurs les fabricants d'électronique. Donc, je peux acheter les roues quelque part, j'achète les freins, le tableau de bord, le système électrique, et moi, je m'occupe du moteur. Et le moteur d'une banque aujourd'hui, c'est ses produits, c'est son expertise en matière de gestion de risque, c'est son bilan, et c'est ses clients. Le reste, c'est global shop, interne ou externe. Des nouveaux produits, je vous ai parlé de digital bond, mais aussi aujourd'hui, donc on fait du trading sur la cryptocurrency, ce qui n'existait pas il y a un an. Goldman Sachs s'est lancé, ça n'existait pas il y a un an. Des nouveaux processus, donc aujourd'hui, par exemple, l'interface avec le client, elle est totalement digitalisée. On a des portals, voire même on les amène chez nous. Quand on onboard un nouveau client, il y a des processus d'onboarding qui sont d'ailleurs hyper régulés, ça existe aussi en Tunisie. Et ben, ils participent comme quand vous ouvrez un compte chez Amazon. Et il suit d'ailleurs son onboarding comme vous suivez votre produit, quand est-ce qu'il a été envoyé, où est-ce qu'il est, quel est le shipping, etc. chez Amazon ou dans d'autres. Il y a aussi de nouveaux players. Donc, on a parlé des fintech. Aujourd'hui, donc, Amazon, quand vous payez votre produit en 4 fois, et ben, en fait, ça veut dire qu'il est en train de vous faire un consumer finance loan, mais aussi de paiement. Aujourd'hui, il y a des fintechs qui s'occupent de paiement. Il y a des fintechs qui s'occupent aussi de votre carte de crédit, de votre déposit pour payer votre femme de ménage. Vous double-cliquez, vous les transférez sur son compte, mais aussi si vous envoyez votre famille alors que vous êtes aux États-Unis et vous envoyez en Tunisie, donc il vous fait l'opération de change, et ce n'est pas toujours des banques. Donc voilà, donc, nouvelle approche du business, nouveaux produits, nouveaux processus, nouveaux acteurs. Alors, tout ça pour vous illustrer, donc tous les secteurs sont touchés. Le cash management et le paiement. Le cash management, c'est, pour faire simple, c'est toute la partie cash sous toutes ses formes, sous forme de déposit, sous forme
de trade finance, sous forme de discounting, sous forme de facturage, etc. Et le paiement sont deux marchés qui sont super stressés, dans lequel c'est là où il y a le plus de nouveaux arrivants et de compétition, et là où les moyens d'investissement sont énormes. Et ça, toutes les banques d'investissement aujourd'hui sont at threat, sont en danger et courent derrière l'innovation de FinTech. Mais aussi le métier du FX, du change, c'est un métier qui n'existera plus dans 10 ans. Moi, personnellement, je le pense. Et donc, il va être hyper robotisé. Que ce soit le FX de type corporate, c'est-à-dire la gestion des entreprises, des grands corporates, ou le simple métier retail pour les individus. Aujourd'hui, vous pouvez avoir une carte, vous pouvez avoir un compte qui est multidevise. Et selon que vous voyagez ou que vous voulez transférer des fonds d'une place à une autre, on peut gérer tout. On peut même consolider votre position de change quand vous êtes un corporate et vous dire, même si vous avez 4000 filiales dans le monde, avoir une position consolidée de votre trésorerie, de votre liquidité et de votre position de change et de votre risque de change. Et on va encore plus loin. On peut rentrer dans votre URP, enfin, si vous avez un trésorier, travailler dans un groupe, et gérer sa liquidité, gérer son bilan, gérer sa position de change, gérer ses risques et faire tout à la place de lui. Vous voyez que ça vient trop loin et au passage, vous voyez bien qu'on ne vend plus des produits financiers, mais on vend de la technologie aussi. Donc, la technologie et le digital devient un produit bancaire per se, soit direct, de manière intrinsèque, soit indirect via la combinaison avec le service. Les digital bonds, les client portal, donc l'interface avec les clients, bien évidemment, on le connaît même sur le niveau des individuels, puisqu'on a des comptes aujourd'hui, on peut accéder, on peut faire des transferts, etc., mais on le fait avec le corporate, et de plus en plus, le corporate, ils ont quand même un range de produits beaucoup plus élevé, et voire même pour les processus qui sont derrière, c'est-à-dire le back-office, le middle-office, il peut suivre ses positions, il peut faire des confirmations, etc., et tout ça est digitalisé. Financial crime, c'est très, très important, du moins sur le marché européen. Quand je vous dis très important, pour vous donner une idée, 30% des investissements dans le marché bancaire sont liés au financial crime et à la compliance et au réglementaire. Un tiers des investissements, c'est énorme. Et il y a 4 ans, c'était 50%. Ça vous donne la taille. Bien évidemment, la courbe, il y aura une courbe en cloche. Le régulateur américains, européens, anglais, les Indiens s'y mettent, les Chinois se remettent à niveau, etc. Et vraiment, il y a une vague de régulation après la crise du subprime. Et si on ne le fait pas, on a des fines, enfin, on a des amendes. Et vous regardez la presse, grosso modo, les 10 dernières années, il y a eu à peu près l'équivalent de 200 milliards d'amendes. 200 milliards d'amendes. Donc, ça, c'est un marché important. Pourquoi j'insiste? Parce qu'on voit qu'on peut y revenir. Les dérivatives aussi sont touchés. Aujourd'hui, on ne prend plus des positions pour compte propre. On prend de plus en plus pour les clients. Ça, c'était une tendance qui a commencé il y a une dizaine d'années, mais aussi la distribution des produits dans les réseaux, selon la complexité. Elle est faite d'une manière électronique. Customer experience, j'ai parlé tout à l'heure de la data et de l'analytique. Originate to distribute. Les banques aujourd'hui d'investissement courent, d'une manière générale, les banques tout court courent derrière le capital. Il est cher, il est restreint, il est de plus en plus cher. Donc, on ne garde pas des positions dans notre bilan. On les prend, on les structure, on les price et on les distribue. Et on les distribue au sell side, on distribue à des clients qui veulent acheter un portefeuille de loans structuré, mais aussi aux asset managers, aux assurances, etc. Et donc, cette opération de originer, c'est-à-dire aller capter les lignes du bilan d'un groupe bancaire, sachant qu'un groupe bancaire, c'est des centaines de milliards, voire des trillions de bilans, dont 200 ou 300 filiales, les structurer, ramasser la data, en faire des portefeuilles cohérents et consistants et homogènes et les distribuer. Tout ça est digitalisé. Cryptocurrency trading, le credit risk, j'ai parlé de la capacité de prévoir le risque. Les equity derivatives, et enfin, le dernier arrivant de la banque, c'est ESG, donc tout ce qui est green. Donc aujourd'hui, on est en train de digitaliser l'information sur le green footprint des entreprises et des particuliers aussi. Et on va même commencer à produire des produits financiers qui, finalement, dépendent de votre signature green ou non. Deux compagnies qui font la même chose, si l'une a une meilleure signature carbone ou green, etc.,
va avoir un discount au niveau de ses lots. Donc voilà le paysage. Avant de passer sur la deuxième partie, sur comment la Tunisie. Alors, j'ai donné des exemples, mais il y a la digital entity, donc que ce soit individuel, de plus en plus. Grosso modo, demain, vous pouvez avoir en tant qu'individu ou en tant que corporate une digital entity, et cette digital entity, il y aura une agence qui s'en occupera, ou alors votre banque, et vous voulez avoir un crédit parce que vous êtes installé en Chine. Ben, en fait, vous avez un historique et la banque chinoise, elle va peut-être vous faire un taux de crédit avec un tôt de risque qui correspond à votre digital entity. Ça va avec les corporates aussi pour l'onboarding, les certificats académiques, le tracking et le blockchain va aider à ça. Vous voyez, vous aurez le temps un peu, si ces slides vous seront transmis, de voir à peu près, là, on est dans toute la partie blockchain et digitalisation des assets. En résumé, ça couvre tout, le front-side et le back-side. Alors, on a parlé du changement de paradigme, on a parlé des produits financiers et comment la banque d'investissement absorbe ces changements-là et qu'est-ce qu'elle en fait. Et on a parlé des produits qui sont liés à ça et comment les produits se restructurent petit à petit sous l'impulsion de la digitalisation interne aux banques ou sous la pression d'acteurs externes. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec la Tunisie? À première vue, on va se dire, on est dans un marché petit, on n'a pas vraiment de banque d'investissement, on a des banques plutôt qui gèrent de la trésorerie pour leur corporate. Et au final, si on accumule toutes les valorisations de toutes les banques en Tunisie, je crois que j'ai fait l'exercice il y a quelques années, mais à mon avis, maintenant, l'écart est encore plus grand, elle ne vaut pas la market cap d'une banque française. Sachant que si on valorise toutes les banques françaises, on accumule, elle ne vaut pas la valorisation de la première banque américaine. Alors, vous voyez un peu le rapport de force. À mon avis, il ne faut pas perdre son temps à se dire comment on peut construire des banques d'investissement, etc. On n'y arrivera pas. Simplement, on est réduit par la taille de marché. Et si réaliste de le faire, on n'a pas la masquette. Mais tout ce que je vous ai dit là, il y a des opportunités. La première, elle est dans ce qu'on ne voit pas. Elle est dans le contraire de ce que j'ai dit. Parce que tout ça, c'est bien beau, l'innovation, mais enfin, il y a du legacy. Il y a, vous prenez, ça va de la banque JP Morgan, qui est quand même une première market cap, à la dernière banquette au fin fond de la Bretagne. Tout ce que je vous ai dit représente 20% des investissements. Parce qu'il y a encore des systèmes qui ont 25 ans, 30 ans. Quand vous prenez un core banking système du retail, ou quand vous prenez un système de gestion des titres d'une banque d'investissement, c'est des systèmes qui sont en moyenne 10, 15, 20 ans de vie. Et ils ne sont pas en API, ils n'ont pas été conçus pour être super évolutifs, et il y a des armées de gens qui les maintiennent. Alors, pourquoi j'en parle? Parce que il y a cette legacy-là, elle a deux effets négatifs. Le premier, c'est qu'elle coûte cher. À peu près 60% des coûts d'une banque d'investissement, mais d'une banque de cours, il les met dans la legacy. Parce qu'il faut la maintenir, il faut l'entretenir, il faut faire ce qu'on appelle la maintenance évolutive, et ça pèse sur le cost income, et surtout le return on investment sur cette partie-là n'est pas aussi spectaculaire que les nouveaux outils ou l'innovation. Premièrement, et deuxièmement, elle n'attire pas les talents. Aujourd'hui, si vous recrutez un jeune ingénieur du MIT ou un bon ingénieur de Centrale ou des autres pays, lui, il aimerait bien travailler dans un environnement de data, de DevOps, de API, des choses un peu plus sexy, si j'ose le dire. Et Legacy, généralement,
ça dépend des cas, etc. Mais ce n'est pas vraiment l'environnement super sexy. Il n'est pas dans le cloud. Et grosso modo, les talents ont l'impression de perdre un peu de leur market value quand ils sont là. Et troisièmement, et c'est le plus important, cette legacy, elle a une force d'inertie. Elle empêche l'innovation. Parce que vous avez 80% de vos informaticiens là-dessus. Généralement, ça dépend des banques, mais généralement, ce n'est pas les plus nouveaux dans l'organisation. Donc, ils connaissent leurs outils. Et cette masse-là, elle est un peu inerte. Tout est relatif. Et elle empêche un peu le changement. C'est pour ça que, d'ailleurs, de plus en plus de banques créent des centres d'innovation en parallèle de Legacy. Ce que j'ai fait, moi, avec Santander, je crée ce que j'appelle les Business Innovation Center, qui est un peu des banques, dans lesquelles je mets des gens du business, des informaticiens, je leur donne un budget, je leur autorise d'échouer comme un écosystème de start-up, et je les laisse bosser en revenant avec des big cases. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? De plus en plus, on va outsourcer cette legacy. Et c'est là où la Tunisie peut jouer un rôle. Il faudrait, à mon avis, vraiment ne pas laisser passer. Et cette legacy, elle est là pour 20 ans. Hein, donc, il faut la capturer. Il faut que les Tunisiens s'organisent d'une manière beaucoup plus agressive. Ils l'ont fait dans le tourisme, ils l'ont fait dans le textile, et ils le font dans la tech. Aujourd'hui, il y a des acteurs tunisiens qui font ça. Je pense qu'il faut accélérer, il faut sophistiquer l'approche. Il faut prendre exemple de quelques filiales tunisiennes de groupes européens ou internationaux fondés par des Tunisiens et trouver des win-win deals avec les grands groupes bancaires, de préférence européenne, pour essayer de se positionner sur le marché de la legacy. La legacy, c'est-à-dire les applications pas très sensibles. Une banque aujourd'hui, gérer son système de paye ou gérer son système de comptabilité, c'est vraiment pas du tout dans son core business. Donc, faire de la production aussi, la production informatique, hein, faire tourner des batchs, faire des processus de prod, les sécuriser, faire de la maintenance applicative, faire de l'évolution applicative. Donc, ça, c'est facile, entre guillemets, d'accès. L'écosystème éducatif tunisien peut le faire, donc on sera crédible. Et aussi, ça crée un win-win, c'est-à-dire il y a un besoin d'un côté, et puis, bon, il y a un rapport qualité-coût en Tunisie qui est extrêmement défendable. Donc, on peut fournir des compétences avec un coût extrêmement compétitif, y compris par rapport aux Indiens maintenant, et on peut capter ces marchés. Là, c'est très important, pas uniquement pour générer de l'emploi, pour générer de l'expérience. Vous allez voir, parce que si on fait ça, on se positionne sur le marché, et puis par effet connexe, on peut prétendre à plus sur la partie que j'appelle fonctionnelle. Si on gère la maintenance ou la production d'un système back-office, eh ben, l'étape d'après, c'est de mettre des gens autour pour faire du settlement delivery, pour faire de la confirmation, pour faire de crédit documentaire, etc. Et finalement, on rentre de plus en plus sur le métier du back-office. Et donc, voilà. Donc, il faut se positionner là-dessus. À mon avis, c'est une bonne niche. Et à partir de là, petit à petit, se créer d'expérience, ce qu'on a fait dans le textile, ou ce qu'on fait des filions dans le textile pour sauter sur des cercles qui créent plus de valeur. Mais à mon avis, d'abord, c'est le plus réaliste. Deuxièmement, il y a 5 axes de travail. C'est ce que j'appelle commencer à créer un écosystème d'innovation en Tunisie et pas uniquement des initiatives dispersées. Alors, ne vous trompez pas, il y a d'excellentes initiatives tunisiennes, je ne veux pas les détailler, je vais peut-être citer quelques noms, parce qu'il faut quand même les citer, c'est des locomotives. Et il y a des initiatives. Bon, j'ai un exemple, par exemple, la BIAT, par l'intermédiaire d'un ex-dirigeant de la BIAT, ils ont créé un concept qui s'appelle Factory de Factory, dans lequel qui sert la BIAT, mais aussi qui soit ouvert au marché. Ça, c'est génial. C'est vraiment le type d'idée qu'on veut voir. Vraiment, je ne suis pas dans la BIAT, hein, je suis resté fidèle à mon ex-boîte, Société Générale de UB, mais il faut le dire, l'approche stratégique, elle est excellente. C'est-à-dire, finalement, spin-offer une partie de ses compétences et les monétiser sur le marché. Et c'est ce qu'on fait.
Ça, donc, ce que fait Vermec, c'est très bien. Il a commencé en Tunisie, il s'est internalisé petit à petit. Ce que fait Talon aujourd'hui, en dressant un pont entre les compétences d'ingénierie tunisienne et le marché européen ou nord-américain, c'est très bien. Donc, mais il faut aller plus loin. Ces réussites-là ne doivent pas nous cacher qu'on est trop petit encore. On lève difficilement des fonds parce qu'on est petit et parce qu'on n'a pas une courbe d'expérience. Et on a un marché siloté. Donc, on n'a pas des mécanismes de jeu qui amènent à accumuler des forces complémentaires. Je pense qu'il faut rassembler les forces. Rassembler les forces, pourquoi? Pour avoir des tailles critiques, mais aussi dans une optique de complémentarité, mais aussi d'innovation. Alors, d'innovation, je prends un exemple. Alors, je l'ai pris il y a 2 ou 3 ans, où j'étais invité intervenir avec la Banque centrale, et j'ai parlé encore d'une fois qu'il y a beaucoup d'acteurs en Tunisie. On est dispersés, il faut peut-être commencer à faire un petit peu merger des banques tunisiennes. Et je saute rapidement donc, à l'axe 4 et je reviendrai au 3. Donc, c'est cette fameuse critical mass. Je pense qu'en Tunisie, il y a un coup à jouer et qui est intelligent, réaliste, mais qui demande quelques sacrifices. Je pense qu'il faut rassembler quelques banques. Pourquoi? Pas uniquement les marques. Attention, pas forcément fusionner des marques, mais au moins le backside, c'est-à-dire les back-office, l'informatique, parce qu'il faut chercher de la synergie. Là, la legacy, elle est importante. Aucune banque n'a, en dehors d'une ou deux, et de filiales de groupes étrangers qui se basent sur les valeurs du groupe, n'ont une capacité d'innover. Pourquoi, bon Dieu, ne faut-il pas ramasser toute la partie backside du business, qu'on appelle les back-office, l'informatique, pour chercher des effets de synergie? Alors là, bien évidemment, il y a des effets sociaux qu'il faudrait gérer, mais aussi, une fois qu'on a des synergies, on peut investir. Et si on investit, on devient industriel, on a des tailles plus grosses et on peut monétiser ça. On peut monétiser, c'est-à-dire, on revient au premier axe, on peut faire de l'outsourcing, mais on a une masse critique et on le fait nous-mêmes pour nous-mêmes. Et ça, je pense que c'est un axe industriel, une stratégie industrielle à suivre. Et autour de cet écosystème, bien évidemment, les tech players, les boîtes que j'ai citées, mais aussi d'autres qui vont émerger, elles vont avoir déjà un marché plus large, donc elles peuvent atteindre une viabilité et aller vers un marché qui est un peu plus mature et qui est beaucoup plus crédible vis-à-vis de la clientèle européenne. Alors, est-ce que c'est un vœu pieux? Est-ce que ça peut se faire? Je pense qu'à un moment donné, si on ne le fait pas d'une manière intelligente, eh ben, le darwinisme économique va le faire pour nous et il y aura des banques qui disparaîtront. Et d'ailleurs, vous voyez bien qu'il y a des acteurs étrangers qui commencent à se désinvestir des banques tunisiennes ou de leurs filiales. Vous avez certainement des noms en tête pour les laisser aux investisseurs tunisiens. Je reviens un petit peu parce que c'est un axe complémentaire du 2. On a encore une bonne formation. Alors, je sais qu'on peut voir dans la presse, on s'alarme sur le niveau des mathématiques qui baissent, les résultats du bac qui ne sont pas géniaux, etc. C'est vrai, on a un problème. On a un bac, grosso modo, qui est acquis par les meilleures régions, c'est combien? 35%, les plus mauvaises, 15%. C'est un peu catastrophique. On a un niveau de langue qui baisse, et le français, malheureusement, parce qu'on peut ressassier le passé colonial, etc. Mais le français, la langue française, a beaucoup aidé la Tunisie post-indépendance à se développer, ne serait-ce que pour former ses élites, et ne serait-ce que pour aller acquérir des savoirs à l'étranger, l'anglais, bien évidemment. Donc, mais malgré ça, on reste comme étant un pays dans le monde arabe africain ayant une très bonne formation.
Regardez, j'ai parlé de l'exemple de la médecine. Nos médecins, aujourd'hui, quand ils sortent de la Tunisie, moi j'ai des amis médecins dans la famille en France qui me disent il y a des concours parfois où 5 places, 15 places offertes à des étrangers, bah, les 7 premiers, c'est des Tunisiens. Les ingénieurs, c'est pareil. Moi, j'ai recruté de Holberton en Tunisie, des ingénieurs tunisiens. On leur a fait passer des tests sérieux de code, vraiment, on appelle Codilis, un peu plus sophistiqués. Ils l'ont réussi. Et quand j'ai fait un point d'étonnement avec eux 6 mois après, j'ai trouvé des pépites. Donc, il faut y croire, il faut l'intensifier. Non seulement il faut l'intensifier, mais je pense qu'il faut retrouver la vocation de la Tunisie. La vocation de la Tunisie, c'est son intellect, ses élites, sa formation. Ça a été une des politiques majeures de la Tunisie. Je crois que les acteurs privés doivent répondre à ça. Il y a l'apparition de beaucoup d'écoles d'ingénieurs, de beaucoup de centres de formation. J'ai parlé de Holberton, mais vraiment, il y a un dynamisme du marché. Et ce n'est pas grave si ça n'est pas public, mais il y a deux choses. Il faut en faire un business. Il faut que la Tunisie devienne un hub éducationnel en Afrique. Et c'est possible. Parce qu'on a l'écosystème éducationnel. Aller faire sa prépa à Paris ou une école d'ingénieur, du moins jusqu'au bachelor en Europe, ça coûtera 10 fois plus cher et 10 fois plus stressant. Et il faut vraiment industrialiser cette force éducationnelle pour nous, mais aussi pour les Africains, les amis en Tunisie. Et du coup, on augmente notre masse critique parce qu'in fine, pour faire cette transformation digitale, il faut quand même avoir du volume, il faut avoir de la profondeur, il faut avoir une bande passante qu'on n'a pas toujours en raison de notre taille. Et je pense que l'éducation, non seulement c'est une vertu qu'il faut retrouver, mais il faut en faire un modèle, si j'ose dire, industriel. Et après, il y a du turnover. Et pourquoi je vous dis ça? L'informatique, je vous donne 2 exemples. C'est des chiffres. Moi, aujourd'hui, je recrute partout dans le monde. J'ai à peu près 5000 personnes. J'ai un turnover de 20% à peu près sur les informaticiens. Et je chasse vraiment avec toutes les forces les talents où ils sont, où je recrute d'ailleurs en Tunisie. Il y a aujourd'hui 1,5 million de gap mesuré d'informaticiens en Europe. C'est-à-dire qu'entre la demande et l'offre, il y a 1,5 million d'informaticiens à trouver. Alors, vous voyez un peu la complète. Aux États-Unis, il y a 2 millions. Et donc, aujourd'hui, toutes les banques sérieuses ont des accords avec des universités. Grosso modo, on chasse partout. On ne chasse pas uniquement où on est. Moi, si demain, j'apprends qu'il y a une bonne école d'ingénieur en Ouzbékistan, je prends l'avion, j'y vais, je fais des entretiens et je les ramène avec moi dans l'avion. Donc, c'est figuratif, mais je pense que la Tunisie, elle a un rôle, mais il faut qu'elle élargisse le spectre, il faut qu'elle fasse une infrastructure d'éducation, notamment dans le digital, et qu'elle devienne un hub de compétences digitales qui donne sur la Méditerranée, mais aussi qui donne sur l'Afrique, et accepter le turnover. Il ne faut pas être triste, chagrin, parce que nos ingénieurs, on s'inquiète le pays. Si vraiment 10% reviennent, ce qu'a fait la génération, du moins la mienne, et investi en Tunisie, c'est toujours gagnant. Donc, alors, ça va de pair avec ce qu'on a dit, c'est-à-dire favoriser un environnement innovatif, capter le marché de l'outsourcing, créer des e-labs. J'ai parlé de la cross-synergie et comment la monétiser. Les 2 derniers points, il ne faut pas rêver, il faut être réaliste. Il faut éviter Alors, je vois des tas de consultants, des ex-consultants, des rapports de ministères. J'ai participé à moi des tas de groupes de réflexion dans lesquels, bon, le péché mignon du Tunisien, c'est qu'il est un peu théorique, ce qui est très bien, ça indique de bonnes capacités intellectuelles, mais enfin, à la fin, il ne faut pas uniquement faire des papiers, il faut bouger. Il faut choisir des entrées qui ne sont pas des obstacles insurmontables. Il faut pas. Il faut réfléchir à l'investissement. Il faut des initiatives qui consomment peu de capital. Et il faut que des initiatives qui soient dans des stratégies graduelles. Quelques exemples. La cybersécurité, c'est vraiment le vrai capital, il est intellectuel.
Pour rester dans la banque d'investissement, le marché de change, c'est un marché abordable. Et aujourd'hui, 3 ex-traders peuvent créer toute une plateforme de change électronique. Les Tunisiens peuvent faire ça. J'ai parlé tout à l'heure de Financial Times. Vous savez, ce truc qui consomme encore 30% des investissements de l'ensemble des banques dans le monde, c'est un marché dans lequel on peut, la Tunisie peut, et les ingénieurs tunisiens et les compétences tunisiennes peuvent investir de l'argent. Et en plus, c'est intéressant comme processus parce que c'est les data. Aujourd'hui, il ne s'agit pas uniquement de dire Monsieur Michel Dupont qui ouvre un compte ou la compagnie Tartampion, on ramasse l'information sur le dirigeant, on s'assure via le screening qu'il n'y a pas de transfert de fonds douteux, etc. Donc, c'est un ensemble de processus simples, mais en même temps, pour les faire bien, ils consomment pas mal d'analytics, de data, et ça couvre à petit peu près le spectre, vraiment, de toute partie du spectre du texte. C'est-à-dire, il y a des providers externes, il y a des workflows qui sont développés en interne. Bref, il y a toute une mécanique organique, si j'ose dire, qui couvre les compétences qu'il faut investir. La robotisation de ce qu'on appelle operations, c'est-à-dire middle office, back office, tout ça, c'est des choses qui sont à la portée du marché tunisien. Et il vaut mieux choisir des niches et aller graduellement vers des choses un peu plus sophistiquées. Le dernier point, c'est l'image. Alors, on aime tous la Tunisie, il y a beaucoup de sympathisants pour la Tunisie, pas uniquement les Tunisiens à l'étranger, mais aussi, franchement, moi, j'ai vécu dans 5-6 pays, il y a toujours des sympathisants de la Tunisie. Enfin, il faut être conscient d'un truc. Être sympathisant et aller ouvrir une filiale là-bas, c'est pas la même histoire. Et moi, j'étais dans une banque française où j'ai passé 10 ans à convaincre d'ouvrir des centres offshore en Tunisie. J'étais vraiment dans la partie dirigeante de la banque, donc je pouvais influencer. Et je me suis heurté toujours, pour une raison ou une autre, à un problème d'image. Alors, l'ancienne image, avant la Révolution, vous la connaissez tous, on ne va pas y revenir. Mais aujourd'hui, bon, vous connaissez les 10 ans de la Révolution. Je pense qu'il y a un capital sympathique qui s'érode parce que tous les Français qui ont vécu en Tunisie, les Allemands, etc., aujourd'hui, ils ne sont plus dans le business. Donc, on a perdu ce truc-là. 10 ans de gouvernance chaotique n'a pas aidé. Je ne vais pas être analyste politique, mais enfin, maintenant, c'est à vous, aux acteurs du privé, de restaurer cette image et de retrouver, parce que c'est vraiment un facteur bloquant. C'est-à-dire aujourd'hui, pour un groupe qui ouvre une filiale ou qui confie des services en Tunisie, il faut y mettre un peu plus de foi, on va dire. Donc, ça n'est pas irrémédiable. Il faut en être conscient et il faut faire un travail. Et ça, c'est là où il y a une espèce de win-win entre les acteurs privés et les acteurs publics pour restaurer cette image. Et je finis par... et il faut être crédible. Et il faut se positionner sur une vraiment création de valeur pour les entreprises internationales. Et je finis par la transparence. Alors, la transparence, elle est totale. Hein. Donc, c'est être crédible, c'est livrer à temps, c'est ne pas avoir une rupture de production parce qu'il y a une grève, c'est être capable de bien pricer un produit, bien pricer un service, c'est être capable d'accompagner le client, etc. Pourquoi je vous le dis? Ce n'est pas uniquement des règles d'éthique, mais c'est aussi des règles de business. Parce que le marché est liquide maintenant. Aujourd'hui, le cloud, ça facilite et la portabilité d'une production d'un domaine à un autre, ou d'un provider à un autre. Et de plus en plus, cette portabilité, elle est accélérée. Et autrement dit, il y a une liquidité. De moins en moins, on va être prisonnier d'un gros fournisseur. Et donc, il faut que nous, on suive le train et qu'on améliore cette transparence. Et bien évidemment, à côté de ça, faire un marketing international. Et c'est là où il faut joindre ses forces avec les acteurs publics.
Voilà, pour synthétiser, donc tout n'est pas perdu, mais rappelez-vous l'exponentialité du temps. Il est urgent. Un rappel des axes, donc la legacy dans le système bancaire coûte cher et par voie concurrence crée des opportunités pour apporter des services compétitifs à ces banques. La Tunisie peut prendre une part de marché. Vous faites un calcul, même si on prend 2% de cette part de marché mondiale, je pense qu'on pourra faire une industrie florissante. L'innovation, il faut la gérer en tant que stratégie. Il faut favoriser des écosystèmes dans lesquels les acteurs sont complémentaires. L'éducation et encore l'éducation, mais avoir un concept d'éducation qui va en dehors de former nos enfants pour l'assurer un avenir meilleur, mais aussi préparer l'hyper-turnover dans le digital et être un SaaS et un canal de compétences, pas uniquement en les semant chez nous, mais aussi en les captant des pays limitrophes. Et ça va faire des retombées, pas uniquement l'éducation elle-même, mais surtout l'écosystème, la cross-fertilisation. J'ai parlé des banques, mais aussi des acteurs dans le digital. Avoir des points d'entrée simples et enfin la restauration de l'image de la Tunisie. Je crois que j'ai fini, il nous reste 10, peut-être 15 minutes et je répondrai sincèrement à toutes vos questions. Alors, merci déjà pour cette présentation très intéressante. Je pense qu'on a une question. Alors, devant la facilitation du nurturing vers le Maroc aujourd'hui et l'avance qu'ils ont pris par rapport à nous dans ce domaine, pensez-vous vraiment que la Tunisie a un tour à jouer? Alors, je remercie la personne qui a posé cette question, parce que c'est une question que les Tunisiens posent toujours. D'ailleurs, les Marocains posent aussi par rapport à la Tunisie. Sincèrement, on a des avantages par rapport au Maroc. Je vais parler de l'éducation. J'aime beaucoup le Maroc. C'est vraiment le deuxième pays que j'aime après la Tunisie. C'est un pays beau, esthétique, très ancien. Le Maroc n'est pas une menace. Le Maroc est une complémentarité. Un projet, je vais vous dire, le Maroc et la Tunisie réunis font combien? 50 millions? C'est un petit pays, même réunis. C'est-à-dire, si on accumule et regardez le nombre d'ingénieurs qui le produisent, il ne faut pas qu'on soit obsédé par ça. Le jour où un Tunisien crée une belle boîte, capable vraiment, il va voir que son problème, ce n'est pas le Maroc, son problème, c'est de trouver des ingénieurs en quantité suffisante. Et peut-être qu'il sera content de prendre un avion Tunis-Rabat et d'aller chercher des Marocains. Donc, par rapport au Maroc, oui, le Maroc attire. Oui, le Maroc a une stratégie beaucoup plus subtile et agressive. En matière, on a parlé du marketing international, mais franchement, c'est loin d'être un problème. Je pense que les opportunités sont là, on en a parlé. Et à mon avis, pour un Tunisien, si j'ose dire malin, le Maroc, plutôt, c'est une opportunité et pas un threat. Et d'ailleurs, vous savez ce que disent les Marocains? Ils disent, bah, nous, quand on amène quelqu'un pour faire du business au Maroc, quand il descend du tarmac de l'avion, il rencontre toujours un Tunisien, il reprend l'avion pour Tunis. Donc, c'est pour dire, vous voyez, il y a une symétrie d'image. Mais enfin, ayons en esprit que même s'il y a des marchés, tant mieux pour les Marocains, parce qu'il faut aussi voir l'effet zone. Demain, si la Tunisie stabilise et si elle met en valeur ses compétences, ben, ce qui se passe au Maroc aura un avantage positif pour la Tunisie en tant que région. Aujourd'hui, franchement, quand on pense la Pologne, on pense la Roumanie aussi. On commence à parler de la Biélorussie. Donc, vous voyez qu'il y a un effet zone, et là, le Maroc nous apporte un facteur positif. Donc, le Maroc, complémentarité, ce n'est pas une menace. Même si on peut de chagrin, par patriotisme, de voir des projets partir là-bas et ne pas venir à Tunis, ou à Sfax, ou au Kef, ou au Japon. D'accord. J'ai une question. Alors, là, aujourd'hui, les banques sont menacées par les fintech, surtout les fintech et les big data de Silicon Valley. Est-ce que vous pensez que les banques vont mettre un suivi spécifique pour ce segment ou Oui, comment ça va alors, aller? ouais, il y a deux choses.
Les banques commencent elles-mêmes à investir comme les fintech. Mhm. Alors, le problème, c'est pas pareil. C'est pas Mariam. Si aujourd'hui vous avez 10 ingénieurs avec vous et vous allez créer une boîte pour faire du paiement électronique, vous avez un avantage énorme par rapport à la banque. Vous êtes plus petit, vous décidez rapidement, vous avez une taille critique qui vous permet de maîtriser beaucoup plus. Ils sont passés par des mécanismes d'inertie bureaucratique, etc. Et donc, vous êtes beaucoup plus agile, beaucoup plus smart et beaucoup plus rapide. J'ai l'avantage énorme par rapport à vous, j'ai du pognon. J'ai du capital et j'ai des clients. Et donc, en fait, je vais vous dire, le rêve caché de toute fintech, c'est se faire racheter par une banque. Donc, quelque part, moi je ne le vois pas comme une compétition mortelle, mais c'est une compétition qui réveille les banques. Ceci étant dit, oui, il y a des plans aujourd'hui, Santander, mais aussi vous voyez Goldman, JP Morgan, etc. On achète des fintech. Santander récemment a acheté donc Highbury, on a développé PagoNext. Donc, on a acheté récemment un broker qui est très, très fintech oriented. Donc, on achète des fintech et on a des fonds spécifiques, soit des achats directs de prise de participation, soit on a des fonds d'innovation, donc c'est des espèces d'equity funds qui est spécialisé là-dedans. On travaille avec eux, on peut faire des partnerships. Nous, Santander, on a fait des partnerships, on prend 51%, on contrôle, les fondateurs sont hyper contents, donc ils ont garanti leur avenir ou leur futur investissement. Et nous, on achète de la technologie, on achète de la compétence. Et deuxièmement, et troisièmement, on les utilise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut, par exemple, par rapport au corporate, des fintechs qui sont spécialisés, ça des exemples réels, dans ce qu'on appelle les ERP, c'est-à-dire des systèmes de gestion des corporates. On peut faire des complémentarités dans lesquelles nous, on accède, on offre des services que j'appelle la technologie comme aussi un produit bancaire avec des fintechs. Alors après, l'autre avantage des fintechs, c'est qu'elles ne sont pas régulées. Ceci étant dit, et c'est pour ça que quand on a parlé de Facebook, il veut créer une monnaie. Moi, je suis intervenu sur un séminaire à Londres où j'intervenais, je dis, bon, moi, j'y crois pas. Et j'ai rencontré le numéro 2 de Facebook, et on a parlé, et finalement, ça m'a convaincu. C'est créer une monnaie, commencer à être très banque, c'est avoir un bilan. Commencer à avoir un bilan, c'est être régulé. Tout d'un coup, il faut vraiment que vous obéissez à toutes les réglementations. Et finalement, la fintech n'est plus une fintech, ni une banque. Et finalement, elle est dans le marché bancaire, elle a toute l'inertie, toute la régulation, des exigences de capital, des exigences de surveillance de risque, des exigences de sécurité, etc. Et finalement, elle collapse. Donc, à Facebook, par contre, ils ont du cash, et je vois plus les petites vont être petit à petit absorbées par les banques. Les moyennes, elles vont essayer de trouver des partnerships comme dans l'industrie automobile, donc les providers de services pour l'automobile avec les constructeurs automobiles. Et les grandes, elles vont se focaliser sur des produits plein de vanilla, c'est du cash, du paiement, du consumer finance. D'accord. Alors, je pense qu'on attend pour une dernière question. Alors, la question a été posée en anglais. Regarding local regulation, are there any recommendations towards TN law markers? Tunisian lawmaker. Yeah. Donc là, c'est les. Oui, c'est. Alors, c'est pas unique. Lawmaker, bon, makers, j'imagine qu'on parle aussi des autorités réglementaires, de la Banque centrale. Je pense qu'il faut se conformer et commencer à adopter ces règles-là. Parce que, le marché international finira par les imposer à la Tunisie, et d'ailleurs, il le fait. Deuxièmement, c'est pour qu'on ait un secteur bancaire à niveau par rapport à l'Europe, et donc qui accélère, si j'ose dire, sa liquidité, sa fongibilité par rapport au secteur bancaire européen. Et deuxièmement, pour nos acteurs économiques, parce que nos acteurs économiques, notamment les internationaux, ont des filiales et de toute manière sont obligés à se conformer à cette réglementation. Donc, moi, ma recommandation, c'est via le leadership de la Banque centrale qui est chargé de ça, c'est vraiment absolument mettre à valeur, revaloriser et rafraîchir
la réglementation pour qu'on soit au standard international et notamment européen. Et d'ailleurs, si on fait ça, c'est un facteur différenciant par rapport à d'autres places financières en Middle East ou en Afrique du Nord. Alors, il y a une question de Wafa sur les contrats de souveraineté et de sécurité auxquels on s'est confronté dans l'adoption du cloud, de blockchain, de quelle manière. Alors, oui, alors c'est une question qui se pose beaucoup sur le cloud. Oui, la sécurité des clients, etc., etc. Alors, il y a quand même, le cloud, c'est pas la jungle, hein, il y a des mesures de sécurité. Il y a des données. Aujourd'hui, quand vous prenez par exemple un outil comme Salesforce, qui est un CRM dans lequel il y a les données, la moitié des banques l'utilisent et dans lequel finalement ça sert aux sales pour les contacts clients, etc. Il est déjà dans le cloud, Salesforce. Alors, aujourd'hui, on ne peut pas rester en disant on ne va pas dans le cloud. On utilise le private cloud ou les local premises pour gérer nos données parce que c'est dangereux. C'est un train. Si on ne commence pas à mettre un pied dedans, on risque de rater la vague avec les conséquences de retard technologique. Et quand on a un pied dans un train, il faut monter tout entier. Non, nous, on travaille d'abord avec 2 providers, demain peut-être 3. On a développé un protocole de portabilité, c'est-à-dire on peut switcher d'un provider à un autre, et on a développé une couche de sécurité supplémentaire pour les données sensibles, parce que toutes les données ne sont pas sensibles, notamment en ce qui concerne les clients, sachant qu'on regarde la sécurité telle que la demande le régulateur. Donc, c'est ça notre politique. Moi, il faut y aller. Blockchain, le blockchain est très sécure, hein, c'est via donc la distribution, les nœuds de distribution dans le blockchain. On ne peut pas dire que le blockchain est moins sécure aujourd'hui que les protocoles de communication d'information classiques. Donc, ma position aujourd'hui au AFA, moi j'y vais. Je ne veux pas rater ce train technologique. En revanche, c'est une contrainte de la sécurité que je gère comme on l'a toujours géré dans la banque.